La violence est une addiction, qu'il s'agisse des victimes ou des coupables. La violence est traumatique et crée une relation systémique à l'addiction, à cette violence, pour la victime et pour le coupable, puisque la violence est traumatique pour les deux. Un jour, ma psy m'a dit une phrase qui a été totalement libératrice pour moi. Elle m'a dit « Il n'est pas responsable d'être malade, il est responsable de ne pas se soigner ». Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Sarah Baruch grandit dans un héritage de lutte. Un père médecin, exilé tunisien, une mère fille de rescapée d'Auschwitz, institutrice par conviction. De la pauvreté, du militantisme, une certitude, se taire, c'est déjà perdre. D'abord lectrice chez Gaumont, elle publie plusieurs romans. Elle voulait juste marcher tout droit, le cas zéro, interrogeant mémoire et transmission. Mais en 2023, elle passe de la fiction au manifeste. Brisée une première fois par un viol en Israël alors qu'elle est encore jeune, puis lentement étouffée par une relation sous emprise qui l'isole de ses proches et la consume à petit feu, Sarah mettra des années à reprendre le contrôle de sa vie. Mais plutôt que de sombrer, elle transforme ses blessures en combat. Elle publie 125 et des milliers, chez HarperCollins, un ouvrage collectif pour donner voix aux victimes de féminicides, porté par 125 autrices et personnalités. Les bénéfices sont reversés à l'Union nationale des familles de victimes. Mais écrire ne suffit pas. Elle crée des outils concrets. Un test en ligne discret, suis-je victime de violence, un refuge d'urgence, une chambre à soi, et des interventions dans les commissariats, écoles et entreprises. En mars 2024, son histoire et son combat prennent une autre dimension avec Vivante, un documentaire Canal+, signé Claire Lajeunie. Le titre dit tout, elle est debout et elle n'a pas l'intention de s'arrêter. Avec Les Veilleuses, elle propose une rupture radicale, se libérer d'un agresseur comme on se défait d'une addiction. Inspirée des groupes de soutien anonymes, l'association refuse la fatalité. Ici, on veille, on soutient, on se relève. Sarah n'écrit pas pour plaire, mais pour comprendre, réveiller, agir. Son dernier roman, de bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, entrelace les destins de ceux que l'histoire broie. Une psychiatre hantée par les attentats, un réfugié érythréen, une adolescente pakistanaise, un exilé algérien. Toujours le même fil conducteur, la résistance. Mon rêve, écrit-elle, faire aimer la nuance, le discernement et l'envie de construire plutôt que de semer la haine et le chaos. Vous restez où vous partez, mais évitez de me violenter, même par les mots. Cela dit, j'en ai vu d'autres, et même mourante, je ne me tairai plus jamais. J'espère qu'on va pouvoir t'entendre. J'adore, mais tout ce que j'ai trouvé sur toi, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, Sarah Baruch, bienvenue dans Contradiction. Merci de m'accueillir. C'était un plaisir déjà de préparer cet épisode, de savoir que j'allais te rencontrer. Tu vois, c'est ma dopamine à moi, ce podcast, mais pas toujours. Voilà, c'est pas toujours exceptionnel pour moi. Là, ça l'est. J'ai l'impression qu'on a énormément de choses en commun. Je crois bien, des références, des parcours et une attirance pour la lumière. Exactement. On va commencer par le classique, hein. Ta définition de l'addiction, peut-être. Je crois que l'addiction est la réponse à une avidité pour la vie. Voilà, je crois qu'on a tendance à teindre de noirceur les addictions, ce qui est vrai, parce que c'est toujours pareil, le trop-plein fait du mal. Mais ce qui est à l'origine de l'addiction, c'est cette envie de trop-plein. C'est cette envie de vibrer, cette envie d'aimer, cette envie de se sentir vivant. Et ma psy m'a dit un jour que mon problème à moi, on a tous un problème de base, et que le mien, c'était l'avidité. Ce que j'ai très mal pris parce que j'avais une vision de l'avidité comme quelqu'un de radin. Cupidité. Voilà, la cupidité. Et elle m'a dit non, c'est pas du tout ça, l'avidité. Réfléchissez. Et en fait, c'est vrai, mon problème dans la vie, c'est mon avidité. Il y a un lien avec le vide. Tout est là, en fait. C'est cette peur du vide. L'avidité, c'est cette incapacité à faire face à son propre vide, à faire face à l'absurdité de la vie, parfois, se sentir vidé
par le désespoir, par les épreuves que l'on rencontre, par les trahisons. Et c'est ce qu'on va tenter de combler par ce qui nous anesthésie parfois, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, ou ce qui nous fait nous sentir vivants. Et c'est là, pour moi, qu'est la clé. Mais à l'origine d'une addiction, pour moi, il y a le goût, l'envie de vibrer, de se remplir de vivant. Bah oui, c'est ça, c'est merveilleux, parce que c'est la racine du mal, c'est le bien. C'est ça qui est fou, et c'est-à-dire que ça serait, je ne sais plus qui disait ça, le mal, c'est le bien qui aurait emprunté un mauvais chemin. C'est exactement ça. Donc en fait, au lieu de... C'est comme, je ne sais plus, c'était dans quel Avatar, je crois, il se bat contre un dragon. Mais c'est ça qui est beau dans Avatar. De toute façon, il y a tellement d'images à prendre dans Avatar. C'est-à-dire que son but n'est pas de tuer le dragon, mais de fusionner avec lui. Exactement. Et en fait, on essaye de se battre contre les démons, les ombres et tout ça, alors qu'il faut les accepter et fusionner. Mais j'avais cette exacte conversation avec une amie qui a un cancer. Ouais. Et souvent, les personnes qui ont un cancer rentrent en combat contre ce cancer. Sauf que le cancer, c'est toi. C'est pas une bactérie extérieure. Et j'ai lu beaucoup parce que pour moi, l'addiction, cette espèce de peur du vide, ressemble beaucoup à la manière dont fonctionne le cancer. Et donc, j'ai beaucoup lu là-dessus. J'ai beaucoup lu de témoignages de survivants du cancer qui expliquent qu'ils ont commencé à être en paix avec cette maladie et donc d'être en rémission. Et donc, s'ils ne sont pas en rémission, d'accepter et d'être en paix pour leur dernier moment de vie à partir du moment où ils ont aimé cette maladie. Et ça peut paraître fou, en fait, parce que ça génère de la colère de savoir qu'on va mourir peut-être. Mais quand on sait que c'est une partie de soi, quand on sait qu'il y a quelque chose à comprendre sur soi et que ça peut devenir une manière de lire sa vie, pleine de lumière aussi, alors ça change tout. En fait, la souffrance cesse d'être de la souffrance quand elle nous enseigne quelque chose, déjà. Bien, j'aimerais parler, si tu me le permets, j'ai compris qu'on avait cette autrice en commun, Christiane Singer. Je ne sais pas si je peux. Hein. Ah bah, avec plaisir, moi je pourrais faire un podcast que pour elle. D'elle, j'ai appris que ce qui faisait de nos vies et de nos épreuves des trajectoires intéressantes, c'était de tout voir comme une expérience. Bah oui. Comme un cadeau. Comme un cadeau, mais comme si on partait à l'aventure, en fait. Ok, j'ai ça qui m'arrive. Comment je fais pour en faire quelque chose qui va faire de moi quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui sera finalement celle qui va inspirer les autres. Voilà. Quand elle te demandait dans une interview, Noémie Silberg, dans le podcast Ressources, qu'est-ce que tu changerais, et tu disais je referais tout pareil, ça m'a fait penser à la fin de Kérosène de mon livre. Je dis si c'était à refaire, je déferais tout pareil. Mais c'est-à-dire que, mais évidemment que je ne veux pas changer une virgule du propos. C'est le film qu'on se joue, c'est notre film en fait. C'est ça qui fait qu'on en est ici aujourd'hui. Mais oui, et évidemment que j'ai fait plein de bêtises dans ma vie. Évidemment que, mais si tu veux, pour moi, c'est le vrai sens de la vie. C'est-à-dire, est-ce que tu vois la vie et la réussite de la vie comme un objectif à atteindre, comme un résultat? Et alors, si je regarde ma vie comme ça, effectivement, j'ai tout raté. Je veux dire, dans la conception de ce que doit être la vie d'une femme, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, avoir un job qui te permet d'avoir une vie équilibrée, avoir des amis fidèles. Enfin, j'ai eu ma fille, mais dans des circonstances extrêmement compliquées. Enfin, j'ai tout raté, du coup. Mais je trouve que ma vie, elle est extraordinaire. Donc, moi, je trouve que j'ai tout réussi. Je suis d'accord avec toi. Tu as tout réussi. Moi aussi, j'ai tout réussi. Vous avez tout réussi. Mais Franck Levé, qu'on avait invité ici, disait à partir de quand on peut dire qu'on a réussi sa vie? Combien de voitures? Combien d'argent? En fait, combien tu vois? Je crois. Est-ce que tu es heureuse de te lever le matin pour faire ce que tu as à faire? Moi, je suis super contente. D'ailleurs, je ne dors pas assez parce que je suis super pressée d'être au lendemain. On va en parler ça aussi quand même, des 100 heures de travail par semaine. Hein. Ouais. Mais on va quand même parler d'abord de
de ton histoire parce que c'est de là que tout part. Et en tout cas, pour ton ami, moi, première chose que j'ai lue quand j'ai appris que j'avais un cancer du sein, c'était Psychisme et cancer. Donc, un livre extraordinaire sur justement cette histoire de s'approprier son cancer, et justement d'arrêter de dire mon cancer déjà. Mais c'est soi-même contre soi-même. Donc, accepter, encore une fois, fusionner plutôt que se battre. Et moi, quand on me dit t'es une warrior, t'es le cancer, les addictions, non, moi, je gagne parce que je baisse les armes. Accepter sa vulnérabilité. Accepter. Donc toi, tu as traversé des épreuves terribles quand même. Cette histoire de viol que j'ai apprise là en cherchant un petit peu, je ne sais pas à quel âge ça s'est produit. J'avais 27 ans quand même. Ouais. C'était une histoire dont tu ne parles pas beaucoup? Non, mais ça a déclenché beaucoup de choses chez moi. J'étais quelqu'un de très complexé, moi. Adolescente, j'avais vraiment un physique ingrat. Je fais partie j'ai toujours été extrêmement sensible, de toute façon. Quand on veut bouffer le monde, quand on veut le ressentir, ça va de pair avec une extrême sensibilité. J'ai toujours eu très peur de vexer, de faire du mal. J'ai jamais été quelqu'un d'extrêmement sociable. Il se trouve que en plus de ça, à l'adolescence, j'ai pris beaucoup de poids. J'avais des grandes lunettes, des bagues, des boutons, enfin vraiment. Et donc, j'ai toujours été très complexée. Et puis, j'ai enfin eu, on va dire, un premier petit copain à 18 ans, donc autant dire pas très tôt. Donc, j'étais aussi très complexée d'être une grande romantique et que ça marche pas, quoi. Que les garçons soient toujours amoureux de ma meilleure amie. Bref. Une gentille, en tout cas. Une gentille. Et j'ai eu une grande rupture sentimentale vers 23 ans, qui pour moi a été... Je m'étais fait comme ça des chemins de vie. Ma grand-mère avait eu ma mère à 24 ans, ma mère m'avait eu à 24 ans, et moi je suis tombée enceinte à 23 ans et demi. Je me suis dit, en fait c'est bon, quoi, je vais y arriver. Puis j'ai fait mon premier avortement, donc autant dire première grande rupture avec le schéma de réussite de vie. Et cette période-là, j'ai un peu perdu pied. J'ai commencé à... Tu habitais en Israël, là ? Non, j'habitais en France, mais je voulais partir vivre en Israël. C'était parallèle avec la deuxième intifada et une grande montée de l'antisémitisme en France. Et je savais plus où j'étais, en fait. J'ai commencé à devenir boulimique, puis anorexique. Puis j'avais un gros problème de ce que mon corps représentait, puisque c'est les termes de dysmorphophobie. Je pesais pas grand-chose par rapport à ce que j'avais pu peser, puis je continuais de me trouver énorme. J'étais dans un rapport à mon corps pas du tout sain. Et je suis partie en vacances, parce que cette fois-là, c'était des vacances. Je me suis retrouvée sur une plage, et puis il y a un jeune homme qui arrive le matin à 10h à la plage en plein Tel Aviv. Et je l'avais vu de loin. Alors, c'est pas du tout de l'homophobie, mais il avait, on va dire... il adoptait volontiers le look LGBT classique Tel Aviv. Donc je pense qu'il avait envie d'être assimilé à un homosexuel sur la plage. Et il était avec une femme assez âgée. Il s'est approché de moi, il me parlait en anglais, de manière très maniérée. À ce moment-là... aucun doute. Voilà, aucun doute. Et en me disant, je suis avec ma mère, on parlait de vous, on vous trouve magnifique. Alors moi, à ce moment-là, tu peux pas jamais sur une plage en maillot de bain, quelqu'un m'avait dit que j'étais magnifique, quoi. Donc pour moi, en fait, c'était le Graal. Et donc je suis très flattée. Et je pense qu'il l'a vu et qu'il a commencé à me dire qu'il rentrait d'Inde, qu'il adorait la philosophie. Moi, à ce moment-là, je découvrais le yoga. C'est tous les clichés, mais c'est drôle, quoi. Triste, mais drôle. Et il commence à me dire qu'il va ouvrir un spa bio. Alors, on est en 2007. Le bio, c'est pas encore ce que c'est aujourd'hui. Moi, j'étais déjà à fond... qui fabrique lui-même ses huiles de massage. Tout ce que j'aime, quoi. Il me parle de yoga, Ayurveda. Tout. Mais donc cet homme qui a peut-être 10 ans de plus que moi, oui, il est un peu plus âgé que moi à ce moment-là, qui me raconte ses voyages, qui me raconte son idée du spa, du soin, tout ça me parle énormément.
Et donc, on parle philosophie sur une plage à 10h du mat. Et je le suis parce qu'il me propose de me donner en cadeau son huile qu'il vient de faire breveter et qu'il tient à m'offrir. Et moi, en fait, je vois pas le danger. C'est normal en même temps. Je le suis. Et ça se passe très vite. On arrive dans un immeuble qui a l'air un peu louche. Il me fait « Non, t'inquiète pas, c'est mon laboratoire. » Et puis à Tel Aviv, les façades d'immeubles sont toujours un peu décrépites. Enfin, les personnes qui connaissent... Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, Tel Aviv. Il arrive à me rassurer, genre « Mais tu vas pas te mettre à avoir peur de moi. » Enfin, il m'inverse le truc. Et là, je me sens ridicule. Oui. Quand même, un homme qui m'a trouvé magnifique, qui apparemment, je peux pas lui plaire de toute façon. Puis, il était avec une autre femme sur la plage. Voilà, sa mère, etc. Bref, je le suis, il me laisse passer. Là, je me retrouve, il ferme la clé, je me retrouve dans un appartement totalement miteux. Il me pose une bouteille d'huile d'olive sur la table. Il me montre une photo avec une femme totalement différente de celle sur la plage. Il me dit, c'est ma mère. Il s'en va, il revient en string, et là, il m'arrache mes vêtements. Et je vais pas décrire la suite, mais en fait, je me suis vue mourir. Voilà. Et quand je suis sortie de là, évidemment, mon rapport à la nourriture est devenu totalement dingue. Je me lavais 10 fois par jour, 15 fois par jour. J'ai été aphone totalement pendant un mois. T'en as parlé tout de suite ou pas du tout ? Oui, j'ai fait de l'EMDR, mais enfin, j'étais tellement traumatisée que ça n'a pas fonctionné. Je veux dire, t'en as parlé même tout de suite quand t'es sortie de là ? Alors, ça a été dur parce que j'étais avec 2 amis qui n'ont pas compris, en fait. Parce que moi-même, j'ai pas su au début dire. Et j'ai été bègue pendant 6 mois. Et j'ai développé... En fait, j'ai eu une maladie aux yeux. Mais du coup, je suis malvoyante, en fait. Ça ne se voit pas. J'ai une carte d'handicapé et tout. Puis j'ai décidé de ne plus en faire un problème du tout. C'est-à-dire que ça ne se voit pas, que je ne vois pas bien. Quand tu m'as dit que je suis plus belle en vrai qu'en photo... Non, là, j'ai mes lentilles. Là, j'ai mes lentilles qui ne sont pas des lentilles classiques, qui sont faites sur mesure, etc. Okay. Bref. Et en fait, quand je les ai pas, la laisse tomber, je me prends les poubelles dans la rue, les arbres et compagnie, mais bon, je m'en fous. C'est une maladie... En fait, j'avais une maladie dégénérative de base qui ne s'était jamais déclarée et qui, suite à cet événement, en fait, j'ai perdu l'essentiel de ma vision en quelques mois. Les médecins n'ont pas su tout de suite ce que j'avais, ce qui fait que pendant 1 an et demi, je suis restée dans le noir parce que j'avais peur et j'avais un rendez-vous par mois à l'hôpital des 15-20 qui était le seul hôpital vers lequel on m'avait envoyé, mais la maladie que j'ai, c'est une maladie orpheline qui est très peu connue, qui commence à être un peu plus connue aujourd'hui, mais en gros, ils ne savaient pas ce que j'avais. Donc on m'a parlé de la greffe, d'une double greffe de cornée, qui est le seul remède, en fait. Mais à mon âge, en fait, il y avait une chance pour que la greffe ne prenne pas, qui représentait 20%. Le problème, c'est que si on me greffait et que ça ne marchait pas, je ne pouvais plus rien avoir. Donc, même pas avoir de lentilles. Enfin, du coup, je devenais malvoyante à 100%. Et à mon âge, ils ne voulaient pas prendre ce risque. Voilà. Ils ne veulent toujours pas le prendre parce qu'une greffe de cornée, en fait, pendant 1 an, pour chaque œil, tu restes avec les fils dedans. Enfin, il ne faut surtout pas prendre un coup. Il y a plein de sports que tu ne peux pas faire, etc. Enfin, donc, c'est un vrai bordel pendant plus de 2 ans. Chose que... Toi, tu voudrais le prendre, ce risque ? Alors, c'est hors de question que je jette 2 ans de ma vie comme ça. Et surtout... Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui. Et puis, en ayant eu une petite fille qui risquait de me faire du mal sans le vouloir, parce qu'un bébé, ça donne des coups. Un enfant, ça te saute dessus. Je voulais surtout pas qu'elle soit responsable de m'avoir fait mal. Voilà. Donc, on en reparlera quand ce sera une ado et on verra. Donc à ce moment-là, ça décuple, ça crée déjà des pathologies en fait, qui somatisent à mort. Voilà. Déjà, ce que j'ai lu sur toi, c'était que tu disais que tu avais une crainte quand tu étais enfant. Tu avais une espèce de phobie de l'enfermement. Ouais. Et c'est-à-dire que tu te retrouves quand même dans cette pièce-là, tu te retrouves sous emprise, après on va en parler. Puis cette maladie des yeux, c'est un enfermement aussi. Totalement. C'est-à-dire, vu on sait, toi et moi, que là où va ta conscience, va ton énergie, que la pensée est créatrice, est-ce que tu penses que tu as créé aussi par la peur ce genre de choses ? C'est même plus que ça. Petite, alors j'ai porté des lunettes très tôt. J'ai toujours eu une faiblesse. À 3 ans, j'avais déjà des lunettes. Ouais. Mais j'étais astigmate hypermétrope, comme la plupart des gosses. Sauf que déjà, vers 4-5 ans, j'avais très peur de devenir aveugle.
Et mon ophtalmo me disait, mais Sarah, tu ne risques rien, tu as juste des lunettes. Et ça m'a suivie à 12 ans, je me rappelle, j'étais terrorisée pendant 2 jours avant ma consultation annuelle chez l'ophtalmo, qui ne comprenait pas pourquoi j'avais cette peur. Ou alors tu savais. Ou alors je savais qu'il allait avoir un truc. Voilà, je savais qu'il allait avoir un truc autour de mes yeux et que je devais réfléchir à ce que c'était le regard dans la vie. Mais je ne suis pas du coup devenue écrivaine pour rien. Alors, justement, tu deviens écrivaine quand ? À ce moment-là, je me retrouve donc chez moi dans le noir. Enfin, je voulais déjà écrire. J'avais déjà un peu plaqué tout mon... Enfin, j'avais fait une grande école de commerce, une prépa HEC. J'ai toujours été une très bonne élève, mais ça fait partie du mythe de la bonne élève qui a envie d'être bien aimée, etc., de réussir. Tu me fais penser un peu à une invitée qu'on a eue, à Laurie Darmon. Ouais. Tu la connais ? J'ai écouté son podcast et je la connais. Très bonne élève, puis même ta façon de parler. Ouais. Voilà. Donc, il fallait que je réussisse. Je voulais au départ être médecin. Sauf que j'ai réalisé 3 mois avant le bac, en ayant perdu coup sur coup des personnes importantes de cancer dans ma famille, que je ne serais certainement pas capable, émotionnellement parlant, d'aller au bureau, dans un bureau qui soit en hôpital. Que je ne serais pas capable de prendre cette distance nécessaire que le médecin doit avoir avec ses patients. J'en suis pas capable. Donc, j'avais fait une spé bio pour faire médecine. Enfin, j'avais tout préparé pour être médecin. J'étais très bonne en bio. Ça me fascinait, en fait. Parce que je crois qu'en fait, Dieu n'est jamais autant présent que dans la science. Voilà. Que je trouvais ça, le fonctionnement d'une cellule du corps humain est tellement magique. Je me dis, mais c'est pas possible de ne pas croire en bleu. C'est bleu pas possible de ne pas croire en Dieu. Oui, pardon. Mais non, mais tu parlais du cancer tout à l'heure et du fonctionnement proche de l'addiction. Enfin, en tout cas, je trouve que le cancer, c'est une métaphore un peu de la vie. J'en parlais dans mon spectacle, c'est le mot apoptose. Tu le connais, du coup ? C'est la date de péremption d'une cellule. Voilà, c'est le suicide programmé d'une cellule. Elle a décidé que pour le bien commun, elle allait se laisser mourir. Et ça, on a du mal à le faire, nous, à laisser mourir des parts de nous, à abandonner, et pour plus grand, en fait. Mais à accepter que la mort fait partie de la vie. Voilà. On est dans tous les jours, on a des milliers de cellules qui meurent. Et on est programmé pour ça. On est programmé pour ça. Mais Donc à une grande échelle, c'est complètement fou, la biologie. Moi, c'est maintenant que je m'y intéresse. Et ça me rend folle. Mais sincèrement, est-ce qu'on prend le temps de se demander ce qu'est la pollinisation des fleurs? Non, mais à quel point c'est magique qu'un insecte aille trouver une fleur qui n'est pas de son monde, qu'il y ait finalement une fécondation entre une plante et un animal. Enfin, je veux dire, c'est magique qu'en volant, ça se répande et que ça fertilise le monde. Enfin, je vois pas comment on peut ne pas croire en une spiritualité, quel que soit le Dieu, quand on étudie la nature. Quand on voit une chenille devenir papillon, comment ne pas croire en quelque chose ? La magie de l'univers est dans la nature. Donc, je crois, moi, qu'au contraire, la science, c'est très spirituel. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que les plus grands physiciens, les plus grands chimistes, à un moment donné, pètent un peu les plombs et adhèrent totalement, finalement, au travail sur l'âme. Einstein, au travail... le premier, Jung, et puis tous voilà, les autres. Finalement, au voyage des âmes, etc., etc. En fait, c'est tellement lié, c'est tellement évident, mais on ne veut tellement pas le voir dans notre société rationnelle. On a tellement tenté de décrédibiliser la spiritualité. Alors que c'est associé à la religion, et la religion, c'est associé à des sectes. On a un gros problème avec ça. Alors que la spiritualité n'est pas la religion. Je crois que la science pourrait presque prouver aujourd'hui, avec tout ce qu'on a avec la quantique. Mais pour moi, la physique quantique est l'interprétation scientifique de la Genèse. Oui, exactement. Donc là, tu deviens écrivaine. Et puis, comment tu rencontres cet homme qui devient le père de ton enfant ? Alors, il y a un long parcours. Moi, j'ai mis 13 ans à être éditée. 13 ou 14 ans. J'ai une très jolie pile de lettres de refus d'éditeurs qui me disent que je ne vaux pas grand-chose ou qui ne me disent pas pourquoi je ne vaux pas grand-chose. Donc, ça n'arrange pas mes problèmes de je suis bigleuse, je suis moche, un coup je dégueule tout, un coup je bouffe tout. Et puis, comment je gagne ma vie dans tout ça ? Enfin, c'est compliqué. Où est ma place, quoi ? Moi, j'ai clairement l'impression de ne pas en avoir. Je ne comprends pas ce que je fais sur cette planète. Aujourd'hui, oui.
Ah, aujourd'hui, de toute façon, c'est moi qui me la sucrée. Bah oui. J'attendais que le monde extérieur me dise quelle était ma place. J'avais pas compris que c'était à nous de la déterminer. Bah non, parce que regarde, le monde extérieur nous la détermine parce qu'on se rend compte qu'on est utile dans tel ou tel endroit. Et à un moment donné, ça nous crée notre place. Parce qu'on se sent utile. Mais parce qu'on a montré qu'on avait aussi une utilité. C'est un dialogue. Mais je comprends tout à fait ce moment-là où je savais pas quoi faire de ma vie non plus. C'est rigolo, parce que 2007, c'est là où je suis devenue chanteuse, moi. Ouais, je t'ai vu. Je te regardais d'ailleurs à ce moment-là et tu faisais partie de ceux où je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de moins tu vois non, écoute, moi, je savais même pas pourquoi j'étais là non plus. Voilà. Mais, bref, mais parce que c'était un long trajet de plein d'amis autour de moi qui réussissaient, qui à ce moment-là ont fait des films. On fait des enfants. Je n'ai été invitée à aucun mariage des proches parce que j'étais glauque, en fait. J'étais pas bien, quoi. J'ai du mal à l'imaginer, tu vois, quand j'ai lu tout ce que j'ai lu et écouté tout ce que j'ai écouté de toi. Mais on ne m'écoutait pas. Oui, en fait, tu fais partie de je vois. Je faisais peur. Et je sais qu'il y a une seule chose qui me tient quand je suis... Parce que j'ai été à 2 reprises dans le noir sur des longues périodes. Ce qui me tient, c'est cette relation aux histoires, aux écrivains. Je me mets à écouter des livres audio. Je me mets à entendre des voix dans ma tête. Et je pense que j'ai fait partie des fans de podcasts avant que ce soit à la mode, puisque j'ai toujours beaucoup lu, mais il y arrivait un moment dans ma vie où je ne pouvais plus lire, puisque je ne voyais plus. Donc moi, j'étais paumée. Mais c'est incroyable, parce que moi, c'est quand ma vue a baissé. J'aimerais bien qu'on regarde ensemble, à un moment donné, qui a le plus de livres audio. Je suis à 207 titres. En fait, moi, j'en avais beaucoup en DVD. Enfin, tu sais, ça a changé mais ça a changé littéralement ma vie. Totalement. En fait, l'arrivée de l'audio, des podcasts et des livres. Mais c'est alors, tu veux que je te dise, du coup, moi, j'ai enseigné, parce que j'ai enseigné dans des écoles aussi plus tard, un cours sur le podcast. Et il y a des études scientifiques qui montrent la place de l'audio dans l'esprit. À quel point ça remplit la même place de l'imaginaire et de ce vide que l'on comble, d'avoir cette voix dans notre tête. Il y a un lien au fœtus, parce que quand on est bébé et qu'on est dans le ventre de notre mère, ce qui nous remplit, c'est les bruits, c'est les sons, c'est la voix. Puis on ne sait pas encore lire, en fait. On ne sait pas encore regarder la télé. On a un lien à la lumière au bout de 6 mois, mais à peu près. Mais ce qui nous habite, ce qui remplit notre vie d'existentiel, c'est le bruit, c'est le son. Ça fait tellement sens quand, en fait, je me rends compte de ça. J'ai tellement ce besoin-là. Toutes les expériences spirituelles que j'ai faites, elles étaient en rapport avec in utero, quoi. Je me suis sentie à plusieurs reprises avec l'ayahuasca ou avec des hypnoses, avec des choses dans le ventre de ma mère. Et maintenant, je comprends pourquoi j'ai une telle passion pour l'audio. Et en fait, c'est physique, c'est charnel. Ceux qui nous habitent, les premiers moments de vie, viennent par les bruits et les sons. Et les vibrations. Mais le son est une vibration. Enfin, je veux dire, on parle toujours de l'énergie, de la lumière, du bruit, mais tout ça, ce sont des ondes. C'est la même chose, en fait. C'est ce que les émotions génèrent de vie. Donc, quand je dis l'avidité, se nourrir de la vie, c'est se nourrir de l'énergie, se nourrir de la lumière des autres, qui est aussi une vibration. Quand on fait de l'optique, on voit bien que c'est une onde. Mais même l'écriture, c'est une musique. C'est une musique, évidemment. Il y a une musicalité des phrases. On est 3 là, Marjorie, toi, moi, chacune à notre façon, le son a une place majeure dans nos vies. Exactement. Il y a la musicalité, bref. Et ça me remplit quelque part. Ça me remplit quand la vie me vide, puisque donc j'avais déjà eu un avortement. Suite à ce viol, je rencontre un autre homme avec qui c'est le coup de foudre. Et ça y est, je crois que c'est enfin mon moment. J'ai 29 ans. Puis en fait, je retombe enceinte et je revis le même scénario. Et re-avortement, donc re-vide en soi. Parce que tu crées le vide quand tu avortes. Bien sûr. Non, mais... En fait, je suis profondément féministe. Je défends absolument le droit à l'avortement, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on en minimise l'impact. C'est pas parce qu'on y a droit et qu'on doit y avoir droit qu'il faut le prendre à la légère. Moi, l'avortement m'a traumatisée. Deux fois, et j'avais l'impression que mon ventre était un cimetière. Et c'est pas rien de se trimballer avec un cimetière dans le ventre, qui est quand même l'endroit où les boulimiques tentent de combler un vide. Donc, si tu veux, les boulimiques, on nous dit tout le temps qu'il y a un rapport à l'oralité, un rapport à la mère. Oui, mais quelle mère ? Il y a la nôtre, effectivement, puis il y a celle qu'on n'a pas pu être, notamment lorsqu'on avorte. Voilà. Je pense que ça peut parler à beaucoup de boulimiques qui ont avorté. Bref.
Donc, autant te dire que ma vingtaine, puis jusqu'à mes 40 ans, en fait, c'est un enfermement quotidien. C'est une succession de coups de la vie, puisque j'arrive du coup dans cette relation avec celui qui deviendra le père de ma fille. J'ai 29 ans, je me suis fait avorter 2 fois, j'ai l'impression d'être en échec total sur tout. J'essaye d'écrire des livres, je me les fais tège tout le temps. Je gagne pas très bien ma vie. Autour de moi, toutes les personnes que j'ai connues sont soit mariées avec des enfants, soit ont réussi à être éditées, soit ont réussi à faire des films. Et je ne vois pas encore ce qui se trame derrière tout ça, qu'il y a le problème que je suis une femme, le problème que je suis extrêmement sensible, le problème que finalement j'ai cette avidité qui fait peur, le problème que je suis juive aussi, et que je ne vois pas qu'en fait tout ça est lié et joue contre moi. Et qu'à un moment donné, il va falloir que je m'en serve pour dire merde. Ah ouais, c'est bien. Mais ouais, moi qui parle énormément, c'est la seule personne qui me donne envie de me taire. Et comment se crée cette relation alors comment est-ce qu'au début c'est juste trop bien ou est-ce que dès le début tu as des signes? Alors, dès le début, j'ai des signes, mais je m'aime tellement pas que Je trouve ça normal. je considère surtout que c'est une chance que quelqu'un s'intéresse à moi. Donc, je suis prête dès le début à accepter. Et puis surtout, je suis tellement pas sûre de moi que je ne sais pas si j'ai raison d'avoir des doutes. Je vais te donner un exemple. Je le connais, on met à peu près 6 ou 7 mois à réellement sortir ensemble, c'est-à-dire à se faire un bisou. Mais on dîne ensemble 2 fois par semaine. Moi, je suis folle de lui et je tiens à dire qu'il n'y a pas marqué bourreau sur le front des bourreaux, que je ne suis pas tombée amoureuse d'un taré qui me foutait des torgnoles. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui est grand, qui est beau, qui est intelligent, qui en plus avait des moyens financiers. Je me suis dit, mais c'est le prince charmant. Lui, je suis passée à côté de tous les autres. Lui, c'est lui l'homme de ma vie. Il va donner un sens à tout ce passé de merde, etc., etc. Évidemment, rien de tout ça ne s'est passé. Il n'empêche que quand au bout de 6 mois, on finit par s'embrasser et que je me dis, ça y est, ce 10 mars 2010. Pourquoi autant de temps? Parce que j'avais l'impression qu'il avait peur d'une histoire. Ce qui est vrai, il m'a toujours annoncé ses faiblesses. Il avait peur d'une histoire, il avait peur de l'engagement. Et du coup, je voyais le fait qu'il s'attache à moi comme une première victoire, Wow. comme le fait d'être intéressante. C'est compréhensible. Bien sûr, mais ça fait partie de mon... si tu veux, j'ai du mal à dire de mon piège parce que je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de me piéger. En fait, je ne crois pas que ce soit quelqu'un, et d'ailleurs je sais que ce n'est pas quelqu'un qui a eu l'intention de me faire du mal. Ces difficultés qu'il n'a pas été capable de maîtriser et qu'il n'a pas lui-même prises en charge m'ont fait du mal. Et c'est ce que je dis toujours, la violence est une addiction, qu'il s'agisse des victimes ou des coupables. La violence est traumatique et crée une relation systémique à l'addiction, à cette violence, pour la victime et pour le coupable, puisque la violence est traumatique pour les deux. Un jour, ma psy m'a dit une phrase qui a été totalement libératrice pour moi. Elle m'a dit « Il n'est pas responsable d'être malade, il est responsable de ne pas se soigner ». Et ça a tout changé. On dit ça aussi dans les groupes, là, on dit tu n'es pas coupable de ta maladie, mais tu es responsable de ton rétablissement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, parce que j'ai fréquenté les outre-mangeurs anonymes. Oui. J'allais t'en parler, je voulais te demander ça parce que c'est quand même... Moi, j'ai jamais fréquenté, mais on m'a dit que ça fonctionnait vraiment. Bien sûr, ça fonctionne vraiment, mais comme tous ces groupes de soutien entre pairs. C'est pour ça que tu as créé le tien. C'est pour ça que j'ai créé le mien. On va y arriver. Où finalement, cette phrase de accepter ce que je ne peux pas changer et en revanche essayer de changer ce que je peux changer, mais ça a été une révolution pour moi. Parce que c'est justement cette posture d'humilité, c'est justement cette posture du petit pas, cette posture aussi de la réappropriation du pouvoir. Moi, dans mon association, j'ai pas envie de renverser le monde, l'État, etc. En revanche, ce que je dis toujours, c'est vous voulez aider les femmes, aidez celles qui sont autour de vous. Il y en a sûrement une
qui se fait maltraiter chez elle. Il y en a sûrement. On a toujours l'impression que ça sert à rien de faire des choses et tout, alors qu'il faut agir dans ton lieu pour le monde. Mais Exactement. Je veux dire, tu n'as pas besoin de partir en Somalie. Déjà, en bas de chez toi, tu as tu quelqu'un veux aider à la aider. pauvreté. Il y a sûrement un SDF au coin de ta rue à qui tu peux dire bonjour, C'est dont tu peux Colibri. connaître. Exactement. Ouais. Fais ta part. En fait, l'action est toujours la solution. Exactement. Et l'action petite échelle. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas les 12 étapes comme nous au ENA, ça s'appelle les 12 actions. Oui. C'est génial. Dans ma communauté, ce sont les 12 actions. Très, 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 très bien fait. Donc bref, je rentre donc, dans tu n'es pas tombée amoureuse d'un bourreau. Non, pas du tout. Tu ne le culpabilises pas outre mesure. C'est ça que je trouve assez magnifique aussi dans ta façon de faire. En fait, un couple est toujours la rencontre de deux problématiques. Oui, j'ai une forme d'addiction à l'amour, au romantisme, à la bouffe, quand je le rencontre. Lui, il fume des joints, il boit de l'alcool. Tout cela est très mondain, hein. C'est pas un alcoolique, c'est pas un drogué, c'est un bon petit Parisien qui se fume son pétard le soir avant de dormir et qui va se prendre du vin à table. Sauf qu'en fait, quand tu regardes de l'extérieur, tu te dis, mais sans ça, il n'est pas tout à fait le même. Et je le sais aujourd'hui, c'est ça la définition d'une forme d'addiction. Et donc, il est l'héritier d'une histoire. Et c'est ça aussi qui est important. C'est un discours qui dérange beaucoup certaines féministes qui ne m'aiment pas. Moi, je ne considère pas qu'il faille mener une guerre des sexes. Je ne crois pas que le patriarcat est l'explication de tout. Parce que derrière chaque homme violent, et je veux dire, je vais en prison auprès de récidivistes, je connais le sujet. Il y a souvent eu un papa qui n'a pas fait le job, mais une maman qui n'a pas fait le job. C'est souvent la même. Dans tous les serial killers, toutes les histoires, on voit la même. Pour les hommes hétérosexuels. Frustration, castration. Pour les hommes hétérosexuels, il y a toujours un rapport à une mère qui a commis des violences. Donc, c'est faux. Alors, elle a probablement eu aussi son lot pour en arriver là. C'est une chaîne. Mais du coup, les femmes, on doit avoir des droits et des devoirs aussi. Mais ce qui est important, je trouve, dans ce que tu dis et que j'ai compris grâce à une thérapie chamanique, c'est que ça ne servait plus à rien d'aller chercher la cause et les coupables parce qu'elles étaient infinies. Ouais. Infinies. C'est des répercussions sur... D'ailleurs, on dit se reproduire, d'ailleurs. Hein. Donc, on reproduit des choses. On est responsable de faire maintenant ce qu'on peut faire. Donc toi, tu vas quand même... ça aussi, j'ai très envie d'en parler de ce que tu fais dans les prisons, quoi. Tu vas voir des personnes incarcérées pour violence. Pour violence conjugale qui ont récidivé. Tué aussi. Non, alors je ne fais pas parce que c'est très compliqué d'aller voir des assassins. L'idée, c'est d'aller voir des récidivistes qui vont ressortir, qui vont nouer dès le jour de leur sortie une nouvelle relation et faire en sorte de planter une petite graine pour qu'ils se posent une question en sortant. Voilà. Ouais, magnifique. Ça. Et tu le fais toi par le biais de ton association ? Oui, en fait, il y a très peu d'associations qui acceptent de faire ça, puisque les associations féministes considèrent pour la plupart qu'il y a d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes, alors que l'objectif dans tout ça, et je pense qu'il faut se poser là-dessus, quel est l'objectif du militantisme ? En tout cas, moi, mon militantisme féministe, c'est de faire en sorte que l'amour ne fasse plus mal. C'est pas de déclencher une nouvelle guerre. Mais pas tout le monde n'a lu Christiane Singer, c'est ça le problème. Quand elle parle des skinheads ou des choses qu'elle dit que là où il y a de la souffrance, il y a un manque d'amour. Bien sûr. Donc au lieu de frapper encore sur le dos, enfin on n'arrête pas des guerres avec les guerres, quoi. Non. Et je pense que d'aller leur donner cette importance-là, d'aller les voir, ça les rend peut-être responsables et aussi ça leur donne de l'amour, hein, quelque part. Bien sûr, l'attention que tu leur portes. De l'attention, c'est de l'amour. Et puis la prison, aujourd'hui, n'est pas faite pour faire évoluer les personnes. Ah non. Elle est faite pour on considère qu'ils vont réfléchir et qu'ils vont évoluer tout seuls. Bon, écoute, et moi, je suis sidérée, en fait. J'ai eu des moments, en tout cas, je peux affirmer que les agresseurs deviennent agresseurs toujours à peu près pour les mêmes raisons, à moins qu'il ait une maladie mentale de base invalidante qui n'ait pas été diagnostiquée et suivie. Mais lorsqu'il y a eu de la violence à leur encontre, petit, des humiliations, des abandons,
et des violences sexuelles. Tu parles aussi de ceux qui ont assisté, par exemple, comme ta fille, à des violences. Tu disais qu'il y avait un pourcentage de ces enfants-là. Voilà, 2/3 des enfants exposés à de la violence qui n'ont pas de suivi, et je ne parle pas de la violence sur eux, je parle de la violence conjugale, deviendront soit victimes, soit bourreaux. Et après, il y a quand même un tiers qui est résilient de nature. C'est magique, après, il y a des gens comme ça, moi j'en connais, c'est génial, merveilleux. Mais je pense que comme on est réincarniste aussi, c'est des vieilles âmes. Tout à fait. Et bon, moi je crois qu'ils ont choisi de toute façon leur combat avant la naissance, mais bon. Je pense que toi aussi. Le pire, c'est que quand on commence à comprendre certaines choses, ou en tout cas à croire à certaines choses comme on croit à nous, on se dit que ce qui nous arrive tout ce qui est sur ton chemin est ton chemin, puisque tu l'as choisi avant de venir ici. Tu es venu apprendre quelque chose, c'est ton plan. Donc arrête de chercher le plan, tu es le plan. Je suis venue résoudre un dilemme que je n'ai pas réussi à résoudre avant. Voilà. Bon, ça, quand on commence à croire en ça, mais les gens vont te dire, oui, dans ce cas-là, c'est un peu le pari de Pascal, quoi, de se dire, je préfère croire en ça que, bah oui. Clairement oui, parce qu'au moins ça donne un sens à tout. Viktor Frankl, on est sur la logothérapie, donner un sens à sa vie, ça change vraiment tout. Celui qui a donné un sens à sa vie peut tout supporter, disait Nietzsche. Donc ça donne un sens à pourquoi, du comment on est là déjà. Si on se dit que ce qu'on vit, on est venu le vivre. Voilà, on est des consciences qui doivent résoudre un dilemme. Voilà. Alors, passer cette phase spirituelle ésotérique qui fait du bien à tout le monde, la violence commence par des mots, par des gestes. Oui, alors, du coup, je reviens à cette histoire. Dès le début, en fait, donc voilà, on a notre premier bisou, et là, je dis quelque chose comme... notre deuxième rendez-vous, je vais pour l'embrasser sur la bouche, puisque c'est notre deuxième rendez-vous après avoir conclu. Et là, il me repousse et il me dit « Ah non, tu fais quand même pas partie de ces femmes qui croient que au bout d'une soirée ensemble, on est ensemble, quoi. C'est quand même très immature comme manière de voir le couple. » Et moi, je me revois encore dans la rue, interdite, parce que ça fait quand même 6 ou 7 mois qu'on dîne ensemble, je sais pas combien de fois par semaine, qu'on s'aime, en fait. Et de me dire... Je ne sais pas quoi en penser. Et là, je réfléchis et je me dis, mais effectivement, c'est très arbitraire le fait d'être ensemble. Qu'il y a plein de gens qui sont ensemble mais qui se trompent. Enfin, ça veut dire quoi, être en couple, mais être marié? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Exactement. Mais pour le coup, je me pose vraiment ces questions. Et je me dis, oui, en fait, il a raison. Mais comme, la première fois que je viens chez lui, il pète un câble parce que j'ai enlevé mes chaussures sur le pas de la porte intérieure plutôt que de les enlever sur le pas de la porte extérieure. Ils sont toujours très maniaques, bizarrement. Moi, j'ai entendu que des histoires comme ça, de gens psychorigides, leur tenue, elle est... C'est un lien au contrôle. Ouais, contrôle de fou. C'est un lien au contrôle, alors... très, très propre sur eux, très beau gosse, quoi. Exactement, c'est un lien au contrôle. Et moi, je suis totalement déboussolée des cris, de la proportion, en fait, que prend le fait que j'ai dépassé de 20 cm, quoi. Et là, il m'explique que, oui, dehors, les rues parisiennes sont absolument dégueulasses, que ensuite on marche dans l'appartement, qu'ensuite on marche pieds nus, et puis qu'on se couche dans le lit, et que du coup, on ramène toutes les bactéries des égouts dans le lit. Et je me dis, mais... Il a raison. Il a raison. Et en fait... Il a toujours raison, il a toujours raison. Il a toujours raison et tort, parce qu'il a toujours tort dans la manière dont il m'engueule, des mots qu'il va prononcer, de la durée que ça va... Parce que si tu veux, ça peut... vers la fin de notre relation... tu parles de nuits entières. Des nuits entières, mais c'est pas un... Il te laisse pas dormir. Il me laisse pas dormir. Et puis comme il est en mode repeat, il me répète les mêmes phrases toutes les 2 minutes, toutes les 1 minute 30, mais j'ai encore des... Combien de temps tu vis 10 ans. Mais il y a de la violence physique. Oui, alors ça se développe avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, c'est effectivement des insultes tellement disproportionnées, tellement blessantes. C'est-à-dire moi qui suis complexée par mon corps, il me dit que je suis trop molle, que mes jambes c'est du reblochon,
qu'il s'amuse à me secouer la peau comme ça des cuisses, à me dire non mais regarde, t'es complètement vide. En fait, à ce moment-là, je suis totalement anorexique. Voilà. Donc effectivement, la peau, j'ai pas une bonne qualité de peau, donc je suis pas. Quand t'es anorexique, tu veux dire tu manges plus ou alors tu te fais vomir? Je me fais vomir. Voilà. Et tu manges beaucoup. Ouais, je fais des crises de boulimie. Et, donc c'est boulimique plutôt. Oui, j'ai des alternances, voilà. Effectivement, boulimique, j'ai un espèce d'énorme vide à remplir tout le temps. Et donc, quand il me dit ça, il touche à un truc terrible chez moi. Donc, tu manges encore moins, tu vomis encore plus. Voilà. Je suis en calcul. C'est fou que ces deux pathologies se rencontrent et qu'en fait, elles s'attirent. Lui, il savait qu'il allait pouvoir faire ça avec toi et toi, tu peux le supporter, quoi. C'est ça qui est fou. Bien sûr. Je pense qu'il le savait inconsciemment. Oui. En tout cas, ça passait avec moi. Ouais, voilà. Ça s'attire, mais en fait, parce ces que personnalités. les inconscients communiquent. Plus que le conscient. Bien sûr. En réalité, y a d'ailleurs Muriel Salmona qui expliquait que quand il y a violence, il y a une sorte de partage d'émotions communes, qu'on prend de l'émotion de l'agresseur et que d'ailleurs, on peut avoir des pulsions par la suite parce qu'on a en nous quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est ce résidu de la violence, et de même pour l'agresseur. Il y a cette espèce de partage énergétique commun. Mmh. En fait, j'avais lu que c'était ces histoires de part manquante d'âme. Hein. La part manquante, c'est-à-dire qu'on perd des morceaux d'âme pendant notre incarnation sur Terre parce qu'on s'éloigne de nous. Et puis, les rencontres sont souvent de voir chez l'autre la part manquante de soi-même. Donc, en fait, ça vient s'imbriquer. Mais tu parles, en fait, c'est des choses que j'aborde pas nécessairement tout le temps parce que ça parle pas T'as raison, aux personnes pas c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à partir. Alors, il me retenait. Hein, ça a duré 10 ans. Je suis pas restée 10 ans à subir. J'ai essayé 700 fois de partir. C'est-à-dire, je disais, c'est terminé. Je ne veux plus que tu m'approches. Et puis, en fait... Mais tu partais pour de bon? Je partais pour de bon. Mais t'allais où? En fait, il n'a jamais voulu qu'on vive ensemble parce que j'étais, selon lui, trop sale. Voilà. Puisque je ne me lavais pas 2 fois par jour avec de la bétadine. Voilà. Je ne prenais qu'une douche par jour. Mais lui, il a subi des violences sexuelles dans sa vie. Il y a des choses qui ne sont pas claires chez lui. En tout cas, il a subi des violences. Il a subi un abandon. Il a subi des humiliations. Ouais. Okay. Voilà. Et c'est pour ça que je ne lui ai jamais voulu. Et c'est ce que j'explique toujours aux femmes de mon association. Il avait besoin de dorer Mais c'est ce qui fait qu'on reste. Parce que moi, dans les crises, je voyais le petit enfant blessé, je ne voyais pas l'adulte et parce qu'ils trouvent ces gens-là empathiques. Il n'y a que des empathiques qui peuvent supporter ça. Bien sûr. Donc, si tu veux, oui, dans mon association, j'ai en gros des super gentils qui sont en face d'enfants blessés. C'est pour ça que ça ne m'arrive pas. Moi, j'ai d'autres problèmes. Hein, parce que je pense que j'ai un manque d'empathie. Il y a un truc bizarre chez moi. Et surtout, je ne sais pas, je repère les personnes toxiques, mais que ce soit amical ou... Je n'ai aucune personne toxique dans mon entourage depuis la nuit des temps. Moi, j'ai toujours eu envie de les soigner. Voilà. Moi j'aime bien, par contre, les gens un peu malheureux, un peu dépressifs. Ça, j'aime. J'aime toujours l'artiste maudit. Oui. Mais jamais on ne m'a fait du mal. Jamais. Et je pense que c'est peut-être moi la personne toxique. Non, mais je veux dire, s'il devait y en avoir une dans le couple, c'est plus moi qui suis capable de manipuler, qui a un tel besoin d'amour. Tu vois, c'est plus moi qui pouvais faire souffrir. C'est Balzac qui disait, je crois, en amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. Non, mais je fais souffrir. Ouais, je fais souffrir. Et pourtant, j'ai eu que des histoires où je souffrais parce que le mec partait. À la fin, les gens se rendent compte du truc, tu vois, de la folie de la personne, tu vois. Oui, moi, on a essayé plusieurs fois, il a essayé d'accepter de vivre avec moi, mais même de dormir avec moi. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 10 ans à me rhabiller à 3h du mat, alors je bossais le lendemain et à rentrer chez moi. Et t'es tombée enceinte quand, alors? Je suis tombée enceinte au bout de 9 ans. Ah, ok, donc c'est la dernière... T'es partie quand elle était bébé. Tout déclenché. Génial. Mais comme la plupart... En fait, 82% des femmes victimes de violences sont des mères. Et pour la moitié d'entre elles, les violences se déclenchent à l'arrivée de l'enfant. Faut le savoir. Parce qu'en fait, l'enfant vient perturber tout l'équilibre toxique, toute cette relation de dépendance. Moi, techniquement, en gros, j'ai cramé quelques escalopes de poulet parce que j'avais ma fille au sein, mais qu'il fallait que le repas soit prêt à l'heure d'habitude. Et du coup, ça a dévié sur des disputes totalement dingues parce que j'étais plus capable de faire cuire un steak, alors que j'avais ma fille de quelques jours dans les bras.
Là, les violences ont continué, se sont amplifiées? Alors, elles avaient déjà été un peu physiques, mais ça a pris... Un peu, c'est-à-dire c'était pas... C'est-à-dire, c'était je te plaque contre le mur, je frappe le mur pour te faire bien peur, je te pousse, je te retiens, je te fais des bleus, mais je me suis jamais pris... Non. Mais d'ailleurs, ça, de toute façon, il ne l'a jamais fait. Les fois où il m'a violentée physiquement avec impact, c'est-à-dire que j'ai eu la main cassée, que j'ai eu des choses graves... Hein, c'est parce que tu voulais partir. Parce que je voulais partir, ou qu'il n'a pas mesuré sa force. Il n'a pas fait exprès, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas réveillé avec l'intention de me casser la main, sauf qu'il l'a fait quand même. Et que pour casser une main ou pour faire un hématome à quelqu'un, il faut quand même faire un geste violent. Ouais. Voilà. C'est très dur entre le côté volontaire ou pas volontaire. Tu es très, très tolérante, en tout cas, sur ce sujet-là. Mais moi, je suis totalement vulnérable face à la douleur de l'autre. Quand il m'a cassé la main alors que j'avais mon bébé de 4 mois et demi dans mes bras, que de douleur, je suis tombée avec elle à quelques centimètres de la baignoire en carrelage et qu'elle aurait pu s'éclater la tête, de voir ses larmes de désespoir de m'avoir fait ça, ça m'a totalement sidérée. Tu étais amoureuse de lui Je crois qu'à la fin, j'étais plus une infirmière. Je savais que j'étais... Et lui, je pense qu'il m'a placée à un niveau... je dis souvent que les hommes violents, mais c'est vrai aussi pour certaines femmes, hein, il y a des violences dans les couples lesbiens, par exemple. Oui, il paraît. Ouais. Mais pas hétéro, alors? Les femmes ne sont pas violentes dans les couples? Il y en a. Il y en a quand même, mais il paraît que oui, beaucoup de cas de violence lesbienne. Mais parce que pour moi, c'est de la dépendance et c'est un rapport au vide. Donc ça vaut chez les hommes et chez les femmes. Voilà. Mais les dépôts de plainte, c'est 87% de femmes victimes face à des hommes. Donc, quand bien même les hommes se manifesteraient plus, il y a quand même... Les pauvres, les hommes aussi, ils ont la honte de se manifester. Voilà, donc c'est pour ça que les chiffres ne sont pas tout à fait réalistes. Bon, il y aurait quand même 2 fois plus d'hommes qui se présenteraient, on serait quand même sur une surreprésentation de femmes victimes. Et je parle de victimes, pour moi c'est un terme juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas un état, voilà. Ce n'est pas la définition de ce qu'on est. Je le dis aux femmes de l'assaut. Ça, c'est très important. Voilà. Tu ne te définis pas par ton statut de victime. Victime est un terme juridique qui permet d'accéder à des droits et à une défense. Point. Voilà. Donc oui, ça a commencé à... Si tu veux, c'était une sorte de piège. Alors, on appelle ça le contrôle coercitif. Et on le décrit souvent comme une cage invisible à l'intérieur des maisons. Moi, je préfère décrire ça comme une paire de menottes invisibles. Parce qu'en fait, on est relié à cette personne. Comme des menottes. On ne peut pas aller quelque part sans lui, qu'il soit dans notre tête. Entre toi et lui, oui, pas entre toi. toi et lui. Ok. Et donc, tu ne peux aller nulle part sans lui. Et tu n'avais pas le droit de faire des choses aussi, tu ne faisais pas grand-chose. Ah, je ne faisais plus rien. Moi, j'ai parlé à personne pendant 10 ans. Et personne, moi, quand j'ai vu le documentaire Vivante, que je recommande, il est vraiment magnifique, je t'ai découvert comme ça, vraiment. Quand on voit ton papa qui vient te chercher c'est 6 juin ou 7 juin. Dans la nuit du 5 au 6 juin. Ouais. C'est comme si avant, il n'avait jamais vu ça. Il ne s'était pas une seconde douté. Alors... Ils se sont doutés que quelque chose n'allait pas, en fait. Mais ils ne savaient plus, à un moment donné, si c'était moi qui changeais. Et comme ils m'ont toujours considéré pas trop con, mes parents... Mais ils t'ont vu souffrir beaucoup avant. Ils m'ont vu souffrir beaucoup. Ils m'ont vu me décomposer physiquement. Ils m'ont vu grossir, avoir les traits tirés. Mais avant lui aussi, tu avais eu des phases... peut-être qu'il ne savait pas. J'étais tellement un être en souffrance. J'ai tellement eu de phases, on va dire, et là j'ai découvert la danse, alors j'ai fait de la danse à outrance, et là j'ai fait le yoga à outrance, et là j'ai fait... En fait, j'ai tellement eu de chemins. De phases. Non, mais voilà, mais je vois, on me l'a souvent dit ça, genre, ça y est, c'est ta phase, machin. Mais quand on voit que ça fait 12 ans que je fais du yoga tous les matins, là, au moins, on se calme un peu avec ça. Heureusement, on me dit, ça, c'est vraiment ta vie. C'est toi. Ça, mais il faut vraiment les gens, toi. comme s'il fallait mais comme s'il fallait prouver aux autres, à un moment donné, d'abord, on fait ce qu'on veut. Voilà. Si on a besoin de partir Mais je déteste quand on me dit c'est ta nouvelle lubie, mais vas-y, mais trouve-t'en toi des lubies, au moins tu feras moins tu scrolleras moins sur Internet, j'en sais rien. Des lubies, en fait, c'est quoi? Tu es en train de faire un plat qui est ta vie, et puis tu rajoutes des épices que tu découvres au fur et à mesure.
Tes lubies, c'est les épices. Alors moi, je suis désolée, ouais. je préfère avoir un plat qui a plein de goût. Voilà. Si toi, tu rajoutes ta petite saveur de merde, c'est-à-dire les infos, l'addiction à cette surinformation, aux réseaux sociaux, pour moi, ça, c'est rajouter des épices qui vont rendre ton plat dégueulasse, en fait. Mais parce qu'elles sont extérieures. Oui. Oui, les épices, c'est tout ce qui te révèle toi. C'est le fameux Marc Aurèle, change ce que tu peux changer toi. Et on fait tout l'inverse. Et frotte-toi au monde. Mais frotte-toi au monde pour l'avoir de l'intérieur. Quand tu sais, je parlais pas avec beaucoup de gens, mais je dansais avec beaucoup de gens. Wow. Et moi, je crois que les relations qu'on a avec les gens avec qui on transpire, t'es pas toujours obligé de parler. Moi, j'ai eu des femmes qui sont venues me voir à la fin d'un cours de danse pour me dire ça va. Parce que tu donnes des cours ? Non, je suivais des cours de danse, mais parce que je danse pas et j'en rêve. Tu m'expliqueras après. Mais en fait, c'est ça, manger le monde, bouffer le monde. Tu l'as vu le roman de Jim ? Non, je l'ai pas vu. Il y a Anna Girardot qui danse tous les samedis soirs, sans drogue, sans rien, en transpirant comme ça. Et je me suis dit, mais ça a l'air incroyable. Oui, mais tous les sports. C'est pas Anna Girardot, c'est Giraudoux. Je suis assez sportive, en fait. Quand j'ai eu mes problèmes aux yeux, que je savais plus me repérer dans l'espace, là, pour le coup, celui qui est devenu le père de ma fille a eu une excellente idée. Alors, c'était soumis à condition. C'était « je ne te vois pas si tu ne vas pas nager 3 fois par semaine ». Donc, j'y allais. Mais il m'a rendu un énorme service quand même, puisque moi qui n'arrivais plus à me repérer dans l'espace, j'ai redécouvert un rapport à l'espace en nageant. Ah oui. Donc, si tu veux, c'était difficile de lui donner tort. Il avait raison, mais il n'avait pas raison dans la manière de le faire comprendre, dans la manière dont les disputes devenaient disproportionnées. Tu pars. Ça fonctionne, t'expliques super bien qu'en fait c'était grâce à une décompensation de sa part qui a fait que finalement il a été interné ou il a dû être hospitalisé, qui a pu toi te permettre de te sevrer, parce que c'est ça qui manque aux femmes victimes, c'est-à-dire qu'en fait elles n'ont pas de temps de sevrage, donc quand le mec revient, elles sont pas sevrées et elles y retournent. Exactement. Donc c'est là que ça ressemble énormément à la consommation de psychotropes. Mais en pire, parce qu'il y a des produits où on n'a pas besoin de sevrage, comme la cocaïne, enfin c'est psychologique. Là, c'est vraiment un vrai sevrage. Mais c'est la présence de l'autre, c'est le besoin d'amour. On préfère la violence au vide. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, ça on la connaît. Le vide, on ne connaît pas. Wow. Moi, il y en a plein, c'est ce que je me disais, je sais qu'avec lui, ça va déconner si je dis ça, si je dis ça, si je dis ça. Mais alors si je contrôle ça, que je dis le bon mot, je peux survivre dans cette vie. J'étais malheureuse comme un chien, mais le contrôle de la folie, l'acceptation des conditions folles parfois, et absurdes. C'est plus simple sous contrainte, c'est comme l'écriture sous contrainte. Sûr, c'est plus simple parce que ça, on le connaît. Le reste, c'est un saut dans le vide. C'est accepter que je me retrouvais face à moi-même, face à mon vide, face à tous mes doutes. Et puis ça occupe aussi, j'imagine. Par rapport à des gens qui ont cette peur du vide, ça occupe de devoir faire toutes ces choses-là. De devoir tout contrôler. T'as jamais 1 minute de répit dans ta tête. C'est comme dans les films qu'on a vus, on est d'accord, ça ressemble terriblement à Mon Roi. C'est exactement ça. Y a un chapitre dans 125 et des milliers où je décris évidemment qu'on est épuisé. Mais en fait, ça, c'est tous les effets secondaires de cette addiction. C'est-à-dire qu'à force de tout maîtriser, tu dors plus. Moi, par exemple, j'avais le droit de dormir avec lui que si je ne bougeais pas en dormant. Sauf que j'ai eu beau essayer de dormir vraiment et de ne pas bouger, en fait, c'est pas possible, tu vois. Je me décevais beaucoup, moi-même, de ne pas y arriver. Donc, je me prenais des coups de pied dans la nuit, et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais pas dormir. Et ça n'a plus été possible. Mais t'avais envie d'être avec lui. J'avais envie d'être avec lui, j'avais envie de me dire qu'on était parvenus à y arriver. Ouais. Parvenu à y arriver, c'est pas mal. Voilà. Tu pars. Ton père vient te chercher. Exceptionnel, ton père mon beau-frère, mon père, mon beau-frère, ma mère, ma sœur viennent me chercher. Et là, il est déjà en fait en décompensation. Et il se rend même pas compte. Mon père ne voit pas qu'il a encore un couteau dans les mains. Parce qu'à ce moment-là, il a un couteau dans les mains parce qu'il a ouvert la porte avec ce couteau. Voilà, je m'étais réfugiée dans la salle de bain. Avec ta fille ? Non, en fait, ma fille dormait, mais... lui, son obsession, c'était de me répéter les mêmes phrases toute la nuit, toutes les 2 minutes 30. Mais quel genre de phrases ? Genre, t'es qu'une salope ou t'es qu'une pute. Ou, toute la nuit ?
toute la nuit. Ou alors, Et lui, il n'avait pas besoin de dormir non plus? Non, lui, il était totalement insomniaque, il dormait à 6h du matin. Donc en fait, jusqu'à ce qu'il s'endorme, il me répétait les mêmes phrases. Et là, c'était on se couche pas fâché, tu me dis que tu m'aimes. Mais comme ça. Mais si je le disais pas avec le bon ton, ou que je le disais sans avoir l'air de le penser, ça marchait pas. Et donc, moi, je dormais avec ma fille, dans la chambre de ma fille, parce que du coup, avec l'arrivée du bébé, je n'arrivais plus à ne pas dormir du tout pour ne pas bouger, parce que, enfin bref, j'étais dans un sacré dilemme. Comment faire pour contenter l'un et l'autre? C'était pas possible. On sortait du confinement, donc j'étais épuisée en fait. Et quand le bébé est arrivé, il a voulu que sa fille vive sous le même toit que lui. Donc, du coup, je suis allée m'installer chez lui, mais ça ne marchait pas. Donc, j'étais entre chez lui et mon bureau. Je partais le matin à 7h du mat avec mon bébé, mon sac de linge sale pour prendre mon petit-déj ailleurs et pas laisser 2 miettes de pain. Enfin bref, j'ai vécu un petit enfer comme ça. Il y a eu le confinement. Donc là, je pouvais plus du tout m'évader. Et après le confinement, il y a eu plein de reconfinements, etc. Bref, on arrive au mois de juin. Et là, il y a ce dernier soir où je me dis, si il refait une nuit entière, je vais être tellement épuisée que demain, je vais faire tomber mon bébé. Et j'ai été terrifiée à l'idée de ne plus être capable de m'occuper de ma fille. Et donc, je me suis dit, je vais aller m'enfermer dans la salle de bain, je vais me boucher les oreilles et je vais essayer de dormir dans la baignoire. Sauf que, comme j'ai fermé, il essayait d'ouvrir la porte pour continuer de me dire les mêmes phrases et qu'à un moment donné, je ne l'ai plus entendu. Et je me suis dit, ah waouh, génial, il a compris. Et là, il est revenu avec un couteau, il a ouvert la serrure et je me suis retrouvée face à ce couteau. Et pour moi, ça a été... Alors, je sais très bien qu'il n'avait pas l'intention de me tuer avec ce couteau. Mais ça a été le déclic de la vision. Mais de voir cet homme qui fait... Alors moi, les gens ne me voient pas, mais je ne suis pas très grande. Hein, je ne fais même pas 1m60 et lui, il fait 1m87. Il était semi-pro en basket. Donc, autant dire qu'il me fait de moi une bouchée, même si je suis très nerveuse. Voilà. Donc, c'était impressionnant. Et là, j'ai appelé au secours. Ma famille est venue me chercher. Et je suis partie en pleine nuit avec mon ordi d'un côté, ma fille de l'autre, et rien d'autre. C'est quoi la décompensation exactement? La décompensation, c'est qu'à ce moment-là, il a fait ce qu'on appelle un délire psychotique. C'est que comme beaucoup d'hommes, tu vois, comme beaucoup d'hommes qui sont agresseurs, victimes d'être agresseurs, oui. Non, mais ils ont été victimes dans le passé. Ils souffrent beaucoup de ce qu'on appelle de psychose infantile. C'est pas systématique, hein, c'est pas tous. Oui, bien sûr. Et lui, en tout cas, c'était son cas. Donc, c'est une forme de schizophrénie, quelque part. Je vais parler grossièrement. Qui se révèle à un moment de choc. Et je pense que le fait d'avoir pris ce couteau, d'avoir fait ça, il s'est lui-même choqué. Sincèrement. C'est pas le fait que justement tu sois partie aussi? Non, parce qu'il était déjà, en fait... il était à ce moment-là Il était à ce moment-là, si tu veux, quand mon père est venu me chercher, il était comme un peu ailleurs. Et il a dit, mais enfin, c'est une dispute normale. Et il avait toujours le couteau dans les mains. Et il m'a laissé partir, chose qu'il n'aurait peut-être pas fait une autre fois. Il était dissocié un peu. Voilà, il était déjà ailleurs. Bon, c'est une chance. J'ai eu une chance folle, parce que du coup... Après, il a été en hôpital, il a eu un fort traitement, etc. On l'oblige à dormir la nuit. Ce qui fait que moi, j'ai eu une paix royale pour prendre conscience de la misère de ma vie et prendre conscience de ce piège dans lequel je m'étais laissée finalement enfermée. Tu sais que j'ai peur qu'on ait à faire 2 épisodes parce que la première partie, c'est sur toi, ta vie, mais là, on n'aura pas du tout le temps. À moins qu'on en parle très vite et c'est dommage, mais bon, c'est quand même très important de savoir que... Je suis désolée. Non, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est très, très, très intéressant. Les veilleuses. Oui. D'accord, se manifestent en action. C'est ton association qui repose sur un principe inédit, celui du binôme. C'est important de savoir... en fait, je pense qu'il vaudrait mieux faire un épisode vraiment consacré à ça, mais je ne sais pas si Marjorie sera OK, mais je pense qu'il faut le faire en 2 parties, cet épisode. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour. Parce que c'est dommage de se presser. Je ne veux pas bloquer tout le monde doit aller manger. Toi, tu dois partir. Et moi, je pense que ça vaut le coup de vraiment faire un épisode axé sur la solution, tu vois, de le faire en 2 parties. Parce qu'on a même envie de savoir les premiers temps, quand tu es partie, est-ce qu'il y a une souffrance, un isolement?
Est-ce que tes boulimies, ta boulimie, ton anorexie sont encore plus exacerbées? Est-ce que les femmes, en général, quand elles partent, ont besoin de compenser avec d'autres choses? Oh que oui. Ça ressemble énormément à... C'est une addiction. Ouais, en fait, tu arrêtes une addiction, tu replonges dans Mais une autre, toujours, souvent. en fait, bien sûr. C'est une manière d'être à la vie, l'addiction. Je reviens à cette idée d'avidité. Donc, quand tu te retrouves face à un vide... Bah, ça a occupé tellement toute ta vie. Voilà. Moi, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je tiens à dire aussi que mon parcours spirituel est venu de cette relation. Enfin, j'ai toujours, je me rappelle à 12 ans, j'allais déjà dans les coins des livres ésotériques, complètement débiles. Je croyais vraiment. J'avais acheté une fois un bouquin qui s'appelait Jésus et Bouddha étaient frères. Je croyais qu'ils étaient vraiment frères. Tu vois, j'étais mais j'ai vraiment tout loupé en étant juive. Tu vois, je comprenais pas. On m'a rien dit. On m'a pas expliqué. Donc j'ai toujours cherché à comprendre d'où on vient en fait et pourquoi je suis là. Voilà. Mais Christiane, toi tu dis Singer, moi je dis Singer. Ouais. Non, Singer, je dis. Christiane, moi je ressens énormément l'énergie christique. Pour moi, elle pourrait être une réincarnation. Enfin, il y a quelque chose de très proche du message de Jésus. Donc, si on croit aussi aux réincarnations ou aux choses, j'en sais rien. En tout cas, c'est des messages. Il y a eu Bouddha, il y a eu... Bien sûr. Alors, on part encore trop loin. Donc, oui. finissons, Ouais. clôturons ce chapitre. Oui, je voudrais parler d'énergie. Parce que tu vas comprendre pourquoi. Et pour moi, c'est la transition avec le reste. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à partir de cette relation. Rationnellement, ça ne tenait pas la route. Émotionnellement, j'étais toujours pas cadrée, mais j'arrivais, si tu veux, avec la méditation, avec les mantras à me réciter pendant les disputes, etc. J'arrivais à être moins en état de sidération, à être plus spectatrice de mes émotions. Et donc, je me disais, mais il y a encore un truc qui va pas là. Pourquoi, du coup, j'y arrive pas? Et donc, je me suis dit, il va falloir que j'aille chercher ailleurs. Et c'est là que j'ai commencé à faire des régressions, à chercher qu'est-ce qui m'attache à cet homme, peut-être pourquoi est-ce que mon âme est attachée à cet homme. Et j'ai eu des réponses là-dessus. Donc, ça a orienté ma façon de percevoir les relations de violence, les relations toxiques. Vous avez déjà eu... Oui, plusieurs vies communes. Qui n'ont jamais fonctionné? C'est même pire que ça. Enfin bref, ça avait tout un lien avec... On le saura à l'épisode suivant. On le saura à l'épisode suivant, mais c'est notamment une régression qui a été absolument capitale, où j'ai compris mon lien au fait d'avoir un enfant, où j'ai compris mon handicap et j'ai compris ce qui m'attachait à lui. Et je me suis dit, ok, donc c'est véritablement énergétique. Et c'est pour ça que lorsqu'on me demande ce que je fais dans mon association, évidemment, je propose pas de faire des régressions, je suis pas du tout habilitée à faire ce genre de choses, mais je dis, moi, je ne te promets pas de te sauver, en revanche, je te promets de t'aider à retrouver l'énergie du départ. Et puis, on en parlera dans l'épisode suivant de la semaine prochaine. Exactement. Parce que maintenant, on va savoir comment on retrouve notre souffle et notre énergie qu'on a perdue dans cette relation. Voilà. Voilà, de la souffrance naît la lumière. Et attends, si je peux dire une dernière phrase, c'est que les disputes, les chocs, en fait, tu l'entends souvent dans le vocabulaire. Les femmes, elles disent, c'est comme s'il avait pris des morceaux de moi. Et c'est vrai. En fait, quelqu'un qui te violente prend des morceaux de ton énergie. Et on croit qu'on est attaché à cette personne, alors qu'en fait, on est en manque de notre énergie qu'on a perdue. Bien sûr. Et ce qui fait qu'on retourne vers eux, c'est parce qu'on est orphelin des morceaux de nous, qu'on a envie de retourner chercher. Mais il y a d'autres moyens de les récupérer. J'ai hâte. Merci Sarah. Merci à toi. Et si vous avez été aussi happé que moi par sa parole, alors bonne nouvelle, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode bouleversant avec Sarah Baruch. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Rose. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast, c'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeca anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies.